Je m'appelle Chloé. J'ai 16 ans. Et la nuit où ma vie a été réduite en cendres a commencé par une seule phrase. Ma mère m'a mise à la porte à 16 ans. Tu reviendras supplier dans un mois. Mon père m'a claqué la porte au nez. Je suis parti. Je n'ai jamais regardé en arrière. Mais 11 ans plus tard, mon téléphone s'est allumé. 99 appels en absence. Il me suppliait de décrocher. À l'époque, je n'étais qu'une enfant avec la douleur au bout des doigts et un espoir stupide dans la poitrine. Je venais d'être accepté dans la prestigieuse école des Beaux-Arts de Paris, le genre d'endroit que les gens comme moi ne voient que sur les brochures. Je suis rentré à la maison en serrant la lettre comme une bouée de sauvetage, pensant que mes parents finiraient par me voir. Au lieu de cela, ma mère a lu les mots « École des Beaux-Arts » et a ri sans aucune once d'humour. Tu penses que barbouiller des couleurs sur une toile est un avenir? Absolument pas, elle a déchiqueté l'enveloppe juste devant moi, de petits flocons blancs pleuvant sur le sol tandis que mon estomac se glaçait. Mon père ne s'est même pas assis. Il s'est approché, pointant un doigt accusateur vers le portfolio que j'avais passé des années à construire. Soit tu t'inscris en pré-médecine comme nous l'avions prévu, soit tu te débrouilles toute seule. Pas de maison, pas d'argent, pas de famille. Choisis. Mes joues me brûlaient. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû serrer les poings pour ne pas le montrer. Alors, je me débrouille seul, je me suis entendu dire, même si chaque instinct de survie en moi hurlait de reculer. Ses yeux sont devenus d'un froid glacial. Bien. Fais tes bagages. Tu reviendras supplier dans un mois. Il a ouvert la porte d'entrée si violemment que le cadre a tremblé, puis l'a claqué derrière moi alors que je sortais avec un vieux sac à dos et un carnet de croquis pressé contre ma poitrine. J'ai marché dans cette rue sombre, sentant mon enfance se rompre derrière moi comme un fil coupé. J'ai juré que je préférerais mourir de faim plutôt que de revenir en rampant. Je ne savais pas qu'un jour, ce serait eux qui supplieraient. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment, et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Je suis Chloé, 16 ans, debout sur un trottoir fissuré avec un sac à dos et un portfolio. Et la seule chose que je possède qui ressemble à un avenir est une lettre d'acceptation pliée que mes parents ont essayé de détruire. Cette nuit-là, je me suis écrasé sur le canapé d'une amie, mais mon esprit n'était pas avec les couvertures ou l'oreiller emprunté. Il était à l'intérieur d'une peinture que je n'avais même pas encore créée. Dans ma tête, je voyais une fille tendant la main vers une porte tandis que deux silhouettes sans visage la dominaient par derrière, leurs mains tachées des cendres de toile brûlée. Cette image ne voulait pas me laisser seul. Quand j'ai finalement mis les pieds sur le campus une semaine plus tard, privé de sommeil, terrifié et techniquement sans abri, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas la sécurité, mais la possibilité. Le studio sentait l'acrylique et la térébenthine, et pour la première fois de ma vie, personne ne m'a dit que l'art était une perte de temps. J'ai rassemblé mes économies, payé le premier mois d'une minuscule chambre partagée près de l'école, et j'ai pris des services dans un restaurant miteux ouvert tard le soir. Pendant la journée, je peignais jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. La nuit, je nettoyais des tables et prétendais que mes pieds ne me tuaient pas. L'épuisement était brutal, mais c'était toujours mieux que d'étouffer dans cette maison. La première vraie chaleur humaine que j'ai ressentie est venue d'un autre étudiant de mon cours fondamental. Un garçon avec des boucles indisciplinées et de la peinture en permanence sous les ongles. Il a regardé mon premier devoir, une esquisse brute au fusain de 7 paires de parents sans visage, et a sifflé doucement. Il y a de la colère là-dedans, a-t-il dit. De la vraie colère. Ne perds pas ça. Je ne l'ai pas réalisé à ce moment-là, mais ce commentaire deviendrait la graine de quelque chose de plus sombre, l'art de la vengeance. Cette semaine-là, je me suis réveillé d'un cauchemar, trempé de sueur. Dans le rêve, ma mère avait pris chaque toile que j'avais jamais peinte et les avait jetées une par une dans une cheminée, souriant tandis que les couleurs s'enroulaient et noircissaient. Je me suis redressé d'un bond, j'ai attrapé mon carnet de croquis et j'ai commencé à dessiner la scène exactement comme je l'avais vue, mes mains plongeant dans les flammes, son visage déformé par la satisfaction. Le lendemain, j'ai transformé cette esquisse en peinture. Chaque coup de pinceau était comme un cri que je n'avais jamais été autorisé à pousser. Cette œuvre, mi-confession, mi-accusation, a attiré l'attention. Les professeurs s'attardaient devant. Les étudiants chuchotaient, c'est brut. L'un d'eux a dit, qui t'a fait du mal? J'ai juste souri légèrement et continué à peindre. Je n'étais pas prête à répondre à cela à voix haute.
L'argent était toujours un problème constant. Mes parents m'avaient complètement coupé les vivres. Pas d'appel, pas de message, rien d'autre qu'un blocage silencieux. Quand les frais de scolarité pour le trimestre suivant sont arrivés à échéance, je tremblais dans le bureau de l'aide financière, pour découvrir que ma demande de bourse avait été mystérieusement retirée du portail en ligne. Je n'avais rien retiré. J'ai changé mon mot de passe et j'ai regardé l'écran avec incrédulité. Plus tard, j'ai appris d'un employé compatissant que quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour moi et avait corrigé mes plans, disant que j'avais décidé de ne pas poursuivre dans l'art après tout. Il n'y avait que 2 personnes qui bénéficieraient de cela. Ma mâchoire s'est crispée si fort que ça faisait mal. S'il pensait que saboter mon avenir à distance me ferait rentrer à la maison en rampant, il ne me connaissait pas du tout. J'ai pris plus de services. J'ai vendu des croquis dans la rue. J'ai peint jusqu'à ce que ma vue se brouille. À 3 heures du matin, quand la solitude s'insinuait et que la pièce semblait trop silencieuse, une question revenait sans cesse dans mon esprit comme un vautour: oseriez-vous vous détourner de tout ce que vous avez toujours connu, même si vous saviez que la solitude vous rongerait chaque nuit? Au moment de l'exposition étudiante de mi-année, j'avais transformé ma colère en une série. 3 grandes toiles. Un enfant offrant une peinture lumineuse à 2 adultes ténébreux. Les adultes la déchirant en 2. L'enfant s'éloignant, serrant les morceaux déchirés comme une armure. Mon mentor m'a poussé à les soumettre en tant qu'ensemble. Les gens ont besoin de voir cette histoire, a-t-elle dit. Scellée et honnête. C'est ça, le bon article. La nuit du vernissage, la galerie bourdonnait de bavardages, de vin bon marché et du cliquetis de chaussures chères sur le béton poli. Je me tenais près de ma série, les paumes moites, prétendant ne pas observer chaque réaction comme si ma vie en dépendait. Certaines personnes regardaient en silence, d'autres se penchaient pour lire le petit carton du titre « Héritage ». Un garçon que j'avais vu traîner m'a fait un signe de tête. « Qui sont-ils » a-t-il demandé, en désignant les silhouettes sombres. « Mes parents » ai-je dit simplement. Il a ri maladroitement, pensant que je plaisantais. Je ne l'ai pas corrigé. Alors que la salle se remplissait, mon téléphone a vibré dans ma poche. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Puis encore, et encore. Je l'ai mis en silencieux, me forçant à me concentrer. C'est à ce moment-là que je l'ai senti, le changement dans l'air. Le genre de calme qui n'est pas le silence, mais une tension qui se resserre comme un fil. J'ai regardé vers l'entrée et j'ai presque arrêté de respirer. Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, habillée comme si elle assistait à un gala d'entreprise, les yeux balayant la pièce avec ce mélange familier de jugement et de calcul. Pendant une seconde, j'ai cru que j'hallucinais, un mirage induit par le stress. Mais ensuite, son regard s'est fixé sur ma série. Son visage s'est durci. Elle s'est avancée vers mon travail avec des pas lents et délibérés. La foule s'est écartée autour d'elle comme s'il pouvait sentir l'orage. « Qu'est-ce que c'est que ça » a-t-elle sifflé en arrivant dans mon coin, sa voix basse mais chargée de venin. « C'est comme ça que tu nous représentes ? Comme des monstres ?» La chaleur m'est montée au visage, mais je n'ai pas détourné le regard. « Si ça vous va. » Ses yeux ont brillé. Elle s'est approchée de la peinture la plus proche, celle où les adultes déchiquettent le travail de l'enfant, et a levé la main comme si elle voulait arracher la toile du mur. Pendant un instant, je suis retourné dans le salon de mes parents, regardant mon père plier mon carnet de croquis en 2 et le jeter à la poubelle pendant que ma mère disait « Tu nous remercieras pour ça un jour ». Mon estomac s'est tordu si violemment que j'ai cru que j'allais être malade. « Ne faites pas ça », ai-je dit, ma voix stable, même si mon pouls rugissait dans mes oreilles. Toucher les œuvres est contre les règles de la galerie. Les gens avaient commencé à former un demi-cercle autour de nous. Des chuchotements flottaient dans l'air. Elle sembla enfin remarquer le public. Ses lèvres se sont retroussées en un sourire cassant, mais ses yeux sont restés vifs. « C'est donc ce que tu fais ? Tu peins nos drames familiaux pour des étrangers ? Tu nous fais honte. » « Vous vous êtes fait honte à vous-même, » ai-je répondu doucement. « Je ne fais que le documenter. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Léo est apparu à mes côtés comme s'il avait été invoqué par la tension. « Désolé » a-t-il dit poliment mais fermement, en regardant ma mère. « Vous pouvez être en désaccord autant que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de menacer l'art. » Son travail est l'une des pièces les plus fortes de cette galerie. Les gens à proximité ont hoché la tête. Quelqu'un a murmuré « Elle est incroyable », juste assez fort pour que ma mère l'entende. Les joues de ma mère ont pris une vilaine teinte rouge.
Elle a redressé sa posture, essayant de reprendre le contrôle. Eh bien, profitez de votre petit spectacle, a-t-elle ricané. On verra où cette art vous mènera quand vous serez fauché et seul. Elle a tourné sur les talons et est sortie, ses talons martelant le sol. La porte s'est refermée derrière elle avec un bruit sourd qui ressemblait beaucoup trop à la nuit où mon père me l'avait claqué au nez. Après son départ, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une petite foule a gravité vers ma série, chuchotant à propos de la confrontation à laquelle il venait d'assister. Un blogueur local a demandé s'il pouvait présenter les peintures et l'histoire derrière elles. Des invitations pour de plus petites expositions ont suivi. L'humiliation qu'elle avait essayé de jeter sur moi comme un filet avait glissé, atterrissant carrément sur elle à la place. J'ai regardé l'embrasure de la porte vide et j'ai senti quelque chose se tordre en moi. Pas de la tristesse, pas de la peur, mais une résolution froide et tranchante. Si mes parents insistaient pour transformer ma vie en champ de bataille, je m'assurerais que chaque blessure laisserait une marque qu'ils ne pourraient pas effacer de leur réputation. Quand les applaudissements pour les prix de la soirée ont commencé quelques minutes plus tard et que j'ai entendu mon nom appelé pour la série la plus marquante, une question a résonné dans mon esprit plus fort que les acclamations. Lorsque les personnes qui sont censées vous aimer vous tournent le dos, choisiriez-vous de leur pardonner ou de laisser votre succès se retourner contre eux comme une lame? Après l'exposition, la vie n'est pas devenue magiquement plus facile. Le petit prix en espèces de quelques centaines d'euros couvrait à peine un mois de loyer, et la rage de mes parents s'est intensifiée de toutes les manières qui ne laissaient pas de bleu mais laissaient des cicatrices. Bref, d'abord il y a eu les courriels, de longs paragraphes furieux sur la façon dont je salissais le nom de la famille et utilisais le traumatisme comme un truc de marketing bon marché. Je les ai bloqués. Puis sont venus les appels de parents répétant la version de l'histoire de mes parents, que j'avais fugué, que j'étais malade, que j'étais manipulé par de mauvaises influences. Une tante a même envoyé un message vocal disant que mon art était démoniaque. J'ai ri pour ne pas pleurer. Le coup le plus dur est venu quelques mois plus tard. Je rentrais du service de nuit au restaurant quand une voiture de police s'est approchée lentement à côté de moi. Ma gorge s'est nouée. L'officier est sorti et m'a demandé mon nom, puis a dit qu'ils avaient reçu un signalement de mineur disparu présumé en danger. Cette mineure, c'était moi. Cette inquiétude, c'était mes parents essayant de me ramener à la maison menottée comme si j'étais leur propriété. Au poste, après ce qui a semblé des heures de questions, un officier a finalement fait glisser un papier sur la table pour que je le signe, reconnaissant que j'étais en sécurité, inscrite à l'école, travaillant et sans aucune menace. Légalement, il ne pouvait pas me forcer à rentrer. Le rapport serait clos. L'officier m'a jeté un regard compatissant alors que je signais. Certains parents ne savent pas quand lâcher prise, a-t-il murmuré. Je suis sorti dans l'air nocturne, les mains tremblantes, la fureur bouillonnant juste sous ma peau. Ils avaient essayé de me dépeindre comme impuissante, instable, incapable. Très bien, ai-je pensé. Alors je vais vous peindre exactement tel que vous êtes. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon journal, un carnet abîmé rempli de croquis inachevés et de gribouillis en colère, et j'ai commencé à écrire comme une confession à mon futur moi. J'ai décrit chaque manipulation, chaque menace, chaque croquis brûlé et chaque toile déchiquetée. J'y ai collé de vieilles photos, mon père jetant mon matériel d'art, ma mère déchirant un dessin qu'elle avait trouvé sous mon oreiller. Je ne savais pas pourquoi, mais il me semblait important de tout documenter, comme des preuves. Un mois plus tard, une affiche est apparue sur le tableau d'affichage de l'école, un concours régional d'Île-de-France sur le thème « Vérité et conséquences », sponsorisé par une grande galerie. Le gagnant recevrait une subvention conséquente et une chance de montrer son travail à des collectionneurs sérieux. L'expression « vérité et conséquences » a résonné dans mon esprit. Je savais exactement quelle vérité je voulais mettre sur un mur. J'ai conçu une œuvre qui me terrifiait même moi, un portrait de famille imposant et déformé. Les visages des parents étaient photoréalistes, reconnaissables par quiconque les connaissait, mais fissurés au milieu comme de la porcelaine brisée. Derrière eux, au lieu d'une maison, se profilait un tribunal, un hôpital et une maison avec des panneaux de saisie des images de l'avenir que je leur souhaitais chaque fois qu'ils disaient que je reviendrais en rampant. L'enfant dans la peinture, moi, tournait complètement le dos au cadre, marchant vers une toile vierge qui brillait comme une porte de sortie. J'ai peint jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal et que ma vision se brouille. Pendant les pauses, je relisais mes entrées de journal, laissant les souvenirs me piquer pour pouvoir traîner cette douleur sur la toile. Un soir, mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère. Contre toute attente, j'ai répondu. Nous avons entendu dire que tu as fait une scène avec la police,
a-t-elle commencé sans me saluer. Sais-tu quelle image ça donne de nous? Les gens pensent que nous ne nous soucions pas de notre propre fille. J'ai ri amèrement. Vous vous souciez beaucoup de votre image, pas tellement de moi. Il y eut une pause sur la ligne. Puis la voix de mon père est venue, dure et tranchante. Tu es toujours notre responsabilité jusqu'à tes 18 ans. Rentre à la maison et nous arrangerons ça. Laisse tomber ces bêtises d'art. Inscris-toi dans de vrais cours et nous ferons comme si cette phase n'avait jamais existé. Quelque chose en moi s'est cassé net, comme une corde coupée avec un couteau. Non, ai-je dit doucement. Vous m'avez appris que les choix ont des conséquences. Maintenant, c'est votre tour. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. D'adrénaline et de la clarté féroce de quelqu'un qui s'est enfin choisi. En regardant la peinture à moitié finie, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je participerai au concours. Je dirai la vérité sur toile, même si cela brisait ce qui restait de notre relation. Alors que j'ajoutais plus de peinture, une autre question monta dans ma poitrine, lourde et aiguë. Si les mêmes personnes qui vous ont poussé au bord du gouffre vous demandaient soudainement pardon, le leur donneriez-vous ou les laisseriez-vous vivre avec les retombées qu'ils ont créées? Les semaines précédant le concours régional se sont confondues dans un flou de peinture, de café et de manque de sommeil. Chaque coup de pinceau sur la toile me donnait l'impression de graver mon histoire dans la pierre. Des professeurs s'arrêtaient près de mon chevalet et s'attardaient. L'un d'eux, un critique notoirement sévère, a longuement regardé le portrait de famille avant de dire « c'est inconfortable à regarder ». Cela signifie que c'est important. Ces mots se sont logés dans ma poitrine comme une étrange sorte de réconfort. Puis est arrivé le message qui m'a fait mal à l'estomac. Ma mère voulait me rencontrer, pour parler du désastre que tu es sur le point de causer. Contre toute attente, j'ai accepté. Non pas parce que je voulais son approbation, mais parce qu'une partie de moi voulait voir la peur dans ses yeux. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille, loin du campus. Quand elle est entrée, j'ai immédiatement remarqué les différences. Les rides autour de sa bouche s'étaient creusées. Il y avait une tension dans ses épaules que je n'avais jamais vue auparavant. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient tirés en un chignon fait à la hâte. Pendant une seconde, je l'ai à peine reconnue. « Chloé » a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Pas de câlin, pas de sourire, juste mon nom. J'ai vu l'affiche. Ton école a publié ta participation en ligne. As-tu la moindre idée de ce que cette peinture va nous faire? J'ai pris une lente gorgée de mon café, laissant le silence s'étirer. Vous voulez dire ce que ça va faire à votre réputation, ai-je corrigé. Ma vie a déjà fini d'être contrôlée par vous. Sa mâchoire s'est crispée. Tu nous fais passer pour des monstres. Les gens à l'église, au travail. Elle s'est arrêtée, détournant le regard. Ce lapsus m'en a dit plus qu'elle ne le voulait. Je me suis penché en avant. Qu'est-ce qui s'est passé au travail? Ses yeux sont revenus vers les miens, la colère et quelque chose comme la panique y vacillant. Rien qui ne doive t'inquiéter. Ce qui signifiait que tout avait mal tourné. Plus tard, par l'intermédiaire d'une cousine qui m'envoyait encore des textos en secret, j'ai appris l'histoire. Ma mère s'était vantée pendant des années de ça, fille parfaite destinée à la faculté de médecine. Lorsque la vérité a éclaté que j'avais été mise à la porte et coupée des vivres pour avoir choisi l'art, les chuchotements ont commencé. Une collègue dont l'enfant allait à mon école d'art avait vu la série « Héritage » en ligne et avait reconnu le visage de ma mère dans les ombres. Le mot s'est répandu. Des plaintes ont été déposées concernant son comportement non professionnel lorsqu'elle se plaignait des enfants ingrats au travail. Elle a été discrètement rétrogradée. Son image parfaite s'était fissurée. Assise en face d'elle maintenant, observant le tremblement de sa main alors qu'elle levait sa tasse, j'ai senti une sombre satisfaction s'enrouler dans ma poitrine. Conséquence. Ils pensent que je suis une mauvaise mère, a-t-elle dit, la voix basse. Ils ne comprennent pas les sacrifices que j'ai faits. Vous avez mis le feu à mes rêves et vous êtes surprise de voir la fumée, ai-je répondu. Son regard s'est tourné vers moi, blessé. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Je voulais de la stabilité pour toi, une vraie carrière. Non, ai-je dit en secouant la tête. Vous vouliez le contrôle. Il y a une différence. Pendant un instant, le masque est tombé. J'ai vu non pas la femme froide et exigeante avec laquelle j'avais grandi, mais une humaine fatiguée et effrayée dont la vie soigneusement organisée s'effondrait. Je suis désolé,
A-t-elle murmuré, les mots si bas que je les ai presque manqués. Je ne pensais pas que ça. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. La colère a éclaté. Vous m'avez dit que je reviendrais supplier dans un mois. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'avais tort. Sa voix s'est brisée. Tu veux que je dise que j'avais tort? D'accord. Je l'étais. Mais cette peinture. Elle détruira le peu de respect qu'il nous reste. Les affaires de ton père dépendent de cette image, nos finances. Voilà. La vraie raison. Pas ma douleur, leur argent. Je me suis rassise, laissant la prise de conscience s'installer. Alors, vous n'êtes pas ici pour me comprendre, ai-je dit doucement. Vous êtes ici pour me demander de vous protéger à nouveau. Elle a dégluti, incapable de le nier. Tu pourrais peindre autre chose, a-t-elle dit. Quelque chose de moins personnel. Si tu retires cette pièce du concours, ton père et moi pouvons t'aider. Nous pouvons payer tes frais de scolarité. Nous pouvons régler les problèmes de bourse. Nous pouvons arranger ça. L'offre flottait entre nous comme une fleur empoisonnée, la sécurité, la stabilité, à la condition que j'efface la vérité. Je l'ai regardée et j'ai vu des éclairs de mémoire. Elle déchirant ma première peinture. Elle se tenant silencieuse pendant que mon père me disait de sortir. Elle appelant la police au lieu d'appeler pour savoir si j'allais bien. Vous n'essayez pas d'arranger ça, ai-je dit finalement. Vous essayez de revenir à une version de moi qui n'existe plus. Elle a tressailli. Pendant un instant, le bruit du café s'est estompé et il n'y avait plus que nous, mère et fille, en équilibre au bord d'un choix qui déciderait de tout. Vous voulez savoir quel genre de mère vous êtes, ai-je demandé doucement. Vous êtes la raison pour laquelle mon art a des dents. Je me suis levé, repoussant ma chaise. Je ne retire pas la peinture. Elle me regarda, les yeux brillants d'un mélange de fureur et de douleur. Si tu fais ça, ne viens pas nous voir quand tout s'effondrera. J'ai failli rire. Vous vous êtes déjà assuré qu'il n'y avait nulle part où revenir. En sortant du café, mes mains tremblaient. Pas de peur, mais du pouvoir brut de refuser enfin d'être acheté. Une pensée résonnait dans mon esprit comme un battement de tambour, une simple excuse peut-elle jamais effacer des années où l'on vous a dit que vos rêves ne valaient rien? Où y a-t-il un point où, désolé, arrive trop tard pour compter? La semaine du concours régional donnait l'impression d'être dans l'œil d'un cyclone, anormalement calme, avec le chaos tourbillonnant juste hors de vue. Je dormais à peine. Mais cette fois, ce n'était pas à cause du doute, c'était à cause de l'adrénaline de quelqu'un sur le point d'allumer une allumette dans une pièce pleine de papier sec. Le lieu du concours était immense, un entrepôt reconverti avec de hauts plafonds et des murs blancs qui faisaient hurler chaque couleur. Mon œuvre, Vérité et conséquence, était accrochée sur un mur central, impossible à manquer. Les visages imposants et fissurés de mes parents surveillaient la pièce comme des seins brisés dans un vitrail. Les panneaux de saisie et les couloirs d'hôpital derrière eux étaient dessinés avec une précision impitoyable. L'enfant qui s'éloignait brillait au bord du cadre, se dirigeant vers cette toile vierge et lumineuse. Pendant l'installation, j'ai passé légèrement les doigts sur la peinture sèche, me souvenant des nuits où j'avais peint jusqu'à ce que mes mains s'engourdissent. J'avais caché de petits détails dans l'œuvre, des références subtiles que seules les personnes connaissant notre famille pourraient saisir, la montre de mon père, le collier préféré de ma mère, la plaque gravée de son entreprise autrefois florissante, maintenant éclatée et à moitié enfouie en arrière-plan. Ce n'était pas seulement de l'art. C'était un témoignage. Le matin de l'ouverture, ma boîte de réception a signalé un courriel de mon père, un bloc de texte froid menaçant d'une action en justice si je continuais à diffamer cette famille. Je l'ai transféré à mon professeur, qui l'a transféré aux organisateurs du concours. Une réponse succincte est revenue, l'expression artistique est protégée. Nous soutenons nos artistes. Pour la première fois de ma vie, des adultes avec du pouvoir étaient de mon côté au lieu d'être contre moi. Quand les portes se sont finalement ouvertes au public, la salle a été inondée de gens, critiques, presse locale, collectionneurs, étudiants. Je suis resté à distance au début, observant depuis un coin alors qu'ils approchaient de mon œuvre. Les visages changeaient, curiosité, malaise, fascination. Quelqu'un a murmuré, c'est brutal, semblant presque impressionné. J'ai vu une femme prendre une photo, puis une autre de l'étiquette en dessous, Chloé Dubois, âge 16 ans. Mon âge est devenu une partie du choc. Puis je les ai vus. Mes parents sont entrés ensemble, habillés comme s'ils allaient à un gala plutôt qu'à un procès dont ils ne savaient pas qu'ils étaient les accusés.
La mâchoire de mon père était déjà serrée, les épaules raides. Les yeux de ma mère parcouraient nerveusement la pièce jusqu'à ce qu'ils se posent sur la peinture. J'ai observé le moment exact où la reconnaissance les a frappés. Leurs pas ont faibli. Le visage de mon père est passé de la confusion à la fureur en quelques secondes. La main de ma mère a volé à sa bouche. Ils sont restés là, figés devant un reflet plus grand que nature de leur pire facette. Quelques personnes à proximité ont réalisé qui ils étaient. Les chuchotements ont commencé, vifs et rapides. Un homme que j'ai reconnu comme un journaliste local a haussé les sourcils, jetant un regard entre la toile et mes parents comme s'il venait de tomber sur l'histoire de l'année. Mon père s'est tourné, cherchant dans la foule, et m'a trouvé. Nos regards se sont croisés. Pendant un instant, la pièce a disparu. « Enlève ça », a-t-il sifflé en m'atteignant, sa voix basse mais tremblante. Maintenant. J'ai soutenu son regard sans ciller. Non. Son visage est devenu rouge. C'est de la diffamation. C'est une peinture, ai-je dit calmement. Mais si vous voulez parler des événements réels qui se cachent derrière, j'ai un journal plein de dates, de détails et de témoins. Nous pouvons porter ça devant un tribunal si vous le souhaitez. Vérité et conséquence, vous vous souvenez? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Pour une fois, il n'avait pas de réplique immédiate. Ma mère planait derrière lui, les yeux vitreux de quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Chloé, s'il te plaît », a-t-elle murmuré. Nous sommes déjà. Les choses vont mal. L'entreprise a des difficultés. Les gens ont cessé de faire confiance à ton père après ces rumeurs au travail, après l'affaire de la police, après que ta petite série a circulé en ligne. Ça va nous ruiner. Les mots m'ont frappé, mais pas comme elle le voulait. Toutes ces années, il m'avait dit que j'échouerais sans eux, que je n'étais rien seul, et maintenant mon art avait le pouvoir de les ruiner. Je me sentais à la fois puissante et étrangement triste. C'est vous qui vous êtes fait ça à vous-même, ai-je dit doucement. J'ai juste peint ce qui s'est passé. Les juges ont appelé tout le monde à l'attention pour la remise des prix. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors qu'ils énuméraient les mentions honorables. Puis la 3e place, la 2e. Quand ils ont annoncé le grand gagnant, j'ai entendu mon nom. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Puis les applaudissements se sont abattus sur moi et la pièce a semblé basculer. J'ai marché vers l'avant, les jambes instables, la vision se rétrécissant alors que j'acceptais le certificat et l'enveloppe contenant le chèque de la subvention. Les flashs des appareils photo crépitaient. Quelqu'un m'a demandé de dire quelques mots. Je me suis approché du micro, les doigts agrippant le bord du pupitre. Mes parents se tenaient au fond de la salle, petits et tendus sous leur propre visage fissuré. Cette œuvre parle de ce qui se passe, ai-je dit, la voix stable, quand les personnes qui sont censées vous protéger deviennent celles qui vous brisent. Quand elles se soucient plus de leur image que de votre bonheur. Parfois, la seule façon de survivre est de dire la vérité si fort qu'elle étouffe leurs mensonges. Un silence s'est fait. J'ai pris une profonde inspiration. À tous ceux à qui on a dit que leur rêve était une phase, ou une déception, ou un gaspillage de potentiel. Ceci est pour vous. Les applaudissements, cette fois, semblaient différents. Pas seulement polis, mais tonitruants, comme si quelque chose à l'intérieur de la salle avait changé. Je suis descendu de l'estrade et pour la première fois, je n'ai pas cherché la réaction de mes parents. Je n'en avais pas besoin. Ce jour-là, un segment d'information locale a diffusé une histoire sur l'artiste adolescente dont les parents ont essayé de faire taire la vérité. Les clients ont discrètement cessé d'appeler mon père. Ma mère s'est encore plus renfermée au travail. Leur monde a commencé à s'effriter, petit à petit, sous le poids des conséquences qu'ils avaient tant essayé d'éviter. Alors que je rangeais mon matériel ce soir-là, épuisé mais étrangement calme, une question persistait dans mon esprit, adressée non seulement à moi, mais à quiconque écoutait. Lorsque le succès vous trouve enfin après des années d'écrasement, l'utiliserez-vous pour vous guérir ou pour vous assurer que ceux qui vous ont blessé ressentent chaque once de la douleur qu'ils ont causée? 11 ans plus tard, j'avais 27 ans et mon téléphone s'est allumé sur la table de mon studio. 99 appels en absence du même numéro. Le numéro que j'avais mis en sourdine, puis bloqué, puis débloqué, pour pouvoir le voir et choisir de ne pas répondre. La ligne fixe de la maison de mes parents. Les mots de cette nuit où j'avais 16 ans résonnaient dans ma tête comme un enregistrement que je ne pouvais pas effacer, tu reviendras supplier dans un mois. J'ai levé les yeux vers le mur en face de moi où une peinture beaucoup plus récente était accrochée.
Elle faisait partie d'une série qui avait tourné en Italie, en Allemagne et en Espagne, fait l'objet d'articles dans des magazines, été étudiée dans des cours d'art. Celle-ci montrait un téléphone explosant de lumière, 99 appels en absence, brillant sur l'écran. Dans le reflet sur la surface en verre, on pouvait juste distinguer une paire de visages plus âgés et désespérés, flous mais indubitables. Derrière le téléphone, la silhouette d'une femme se tenait à une fenêtre ouverte, regardant une ville au lieu de l'appareil qui sonnait. Cette femme, c'était moi. Ma carrière avait décollé après le concours. La subvention a payé le reste de l'école d'art. Des commandes ont suivi. J'ai donné des ateliers, vendu des tirages, signé avec une galerie qui comprenait que je ne peignais pas seulement de jolies images. Je peignais la survie. Les gens qui avaient grandi comme moi se reconnaissaient dans mon travail et m'écrivaient du monde entier. Pendant ce temps, la vie de mes parents a suivi le chemin que j'avais imaginé dans ce portrait brutal des années auparavant. Les chuchotements sont devenus publics. Les clients ont abandonné l'entreprise de mon père après que l'article sur la fille disparue, et elle, artiste réduite au silence, est devenu viral. Un mauvais investissement les a fait basculer. La maison où j'avais grandi à Versailles a été vendue pour couvrir les dettes. Ils ont déménagé dans un appartement exigu, loin du quartier bien entretenu dont ils se vantaient autrefois. J'ai appris ces détails non pas parce que je les ai cherchés, mais parce qu'Internet n'oublie jamais, et notre région adorait les ragots. La première fois que ma mère a appelé, après des années de silence, j'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Sa voix était plus petite, effilochée. « Chloé, nous n'allons pas bien. La santé de ton père. On aurait vraiment besoin de ton aide. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Je ne l'ai pas fait. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, je suis allé à mon studio et j'ai peint, canalisant le nœud complexe de pitié et de rage en couleurs. Ce n'était plus une simple haine. C'était plus lourd, plus enchevêtré de la colère mêlée au souvenir d'une jeune fille de 16 ans sur un trottoir froid, sans nulle part où aller. Maintenant, en ce mardi ordinaire, l'écran criait « 99 appels en absence ». Ma poitrine était serrée, le souffle court, non pas de peur, mais du poids de ce que signifierait décrocher ou ne pas décrocher. Je l'ai laissé sonner une fois de plus. Puis finalement, pour la première fois depuis des années, j'ai répondu. Le silence a crépité sur la ligne pendant 2 secondes. Puis la voix de ma mère est arrivée, rauque et éraillée. « Chloé ?» Je pouvais entendre du bruit en arrière-plan, des moniteurs d'hôpital, des annonces lointaines. « On a essayé de te joindre. » J'ai remarqué, ai-je dit, en gardant mon ton neutre. « Que voulez-vous ?» Il y eut une pause, puis la voix de mon père, plus faible que je ne l'avais jamais entendue. On a besoin d'aide. Les factures médicales, les dettes. On est en train de tout perdre. Un rire amer est monté dans ma gorge avant que je puisse l'arrêter. J'ai tout perdu à 16 ans. On a eu tort, a-t-il dit, les mots traînant comme s'ils lui faisaient mal à dire. À propos de ton art, de la façon dont on t'a traité. Je sais qu'il est trop tard pour demander, mais s'il te plaît. On te supplie. Le mot « supplier » est resté en suspens dans l'air entre nous, lourd d'ironie. Il m'avait un jour dit que je reviendrais supplier. Maintenant, c'était eux qui étaient à genoux, même si je ne pouvais pas le voir. Pendant quelques secondes, je n'ai pas parlé. Mon esprit rejouait des images, la porte claquant à mon nez, le poste de police, les toiles déchiquetées, les larmes de ma mère dans le café, la façon dont ils avaient essayé d'acheter mon silence. Puis d'autres images, ma première exposition solo, le message d'un fan qui disait que mon travail lui avait donné le courage de quitter un foyer abusif, le gamin qui s'est présenté à ma séance de dédicace avec les mains tachées de peinture et qui a dit « Mes parents détestent mon art aussi ». Mais je n'abandonne pas, je me suis approché de la fenêtre, regardant Paris qui était devenu ma vraie maison. Voilà le truc, ai-je dit lentement. J'ai construit cette vie sans vous. Chaque toile, chaque chèque de paie, chaque nuit blanche. Vous n'étiez pas là. Vous étiez la raison pour laquelle j'ai dû me battre si durement en premier lieu. La voix de ma mère tremblait. Nous le savons et nous sommes désolés. Vraiment. Peut-on au moins te voir? Parler? Essayer d'arranger les choses? Mes yeux piquaient, mais j'ai refusé de laisser les larmes couler. Vous voulez le pardon maintenant que vous avez tout perdu, ai-je murmuré. Auriez-vous appelé si vous étiez encore dans cette grande maison avec votre réputation parfaite et votre mensonge parfait? Le silence m'a répondu,
plus fort que les mots. Je connaissais déjà la vérité. J'aurais pu raccrocher. Les laisser se noyer dans les conséquences qu'ils m'avaient d'abord infligées. Une partie de moi le voulait. Cette partie se souvenait de chaque phrase cruelle, mot pour mot. Une autre partie, plus petite mais insistante, chuchotait que porter cette haine pour toujours me lierait à eux aussi étroitement que l'obéissance l'avait fait. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas votre filet de sécurité, ai-je dit. Je ne serai pas votre banque. Je n'effacerai pas ce que vous avez fait. Leur souffle s'est coupé, mais j'ai continué, me surprenant même moi-même. Mais je ne serai pas non plus la personne qui vous regarde mourir par principe. Je demanderai à mon avocat de contacter l'hôpital pour un plan de paiement. Ça passera par une fondation, pas par mon nom. Vous n'obtiendrez pas mon pardon simplement parce que vous avez peur. Cela doit se mériter lentement, avec le temps. Et vous ne l'obtiendrez peut-être jamais entièrement. Mais vous ne serez pas non plus sans abri à cause de moi. Mon père a commencé à parler, mais je l'ai interrompu. Ce n'est pas une réconciliation. C'est moi qui choisis de ne pas devenir aussi cruel que vous l'avez été. C'est tout. Il y eut un sanglot rauque à l'autre bout de la ligne. Ma mère, je pense. Merci, a-t-elle murmuré. Merci, Chloé. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse dire autre chose. Mes mains tremblaient en posant le téléphone, mais il y avait une étrange légèreté dans ma poitrine, comme si une fenêtre avait été entr'ouverte dans une pièce qui était scellée depuis trop longtemps. Je suis retourné à la peinture du téléphone lumineux et de la femme à la fenêtre et j'ai pris un pinceau. Dans le reflet sur l'écran de verre, j'ai ajouté un minuscule nouveau détail, la faible silhouette d'une porte au loin, ni tout à fait ouverte, ni tout à fait fermée. Une possibilité, pas une promesse. Parce que c'était la vérité, je n'étais pas revenu supplier dans un mois. Au lieu de cela, 11 ans plus tard, il me suppliait de décrocher, et je l'ai fait. Mais à mes conditions. Alors, maintenant je vais vous poser la question qui me hante depuis cette première nuit, si les personnes qui vous ont mis dehors, qui vous ont regardé vous briser et ont appelé ça de la discipline, se présentaient des années plus tard les mains vides et les yeux désespérés, ouvririez-vous la porte, ou les laisseriez-vous dehors à sentir le froid dans lequel ils vous avaient autrefois poussé?